Bonsoir Lionel Jospin. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir dans C'est pas tous les jours dimanche. Votre parole est rare. Je rappelle que vous avez été Premier ministre entre 1997 et 2002 dans le cadre d'une cohabitation avec Jacques Chirac. Nous sommes à pile une semaine du premier tour de ces élections législatives et les sondages donnent une très large avance au Rassemblement national. Notre sondage du jour pour BFM TV et la Tribune Dimanche, sondage Elab, donne le Rassemblement national à 36%, loin devant le Front populaire à 27% et la majorité sortante à 20%. Le président de la République, Emmanuel Macron, a appelé de ses voeux une clarification, un sursaut. C'est raté? Le moins qu'on puisse dire, oui, effectivement, c'est que le pays est plutôt dans le trouble que dans la clarté. Cette dissolution a été une décision solitaire, incompréhensible et aventureuse. Solitaire parce que le président de la République n'a pas écouté, notamment les trois interlocuteurs importants que l'article 12 de la Constitution lui faisait obligation de consulter, c'est-à-dire son propre Premier ministre, Et les présidents des assemblées. le président du Sénat et de l'Assemblée nationale. Et solitaire donc, mais aussi incompréhensible parce que, au fond, qu'est-ce qui s'était passé? Une élection européenne. Le Front National avait fait un score significatif, près de 32%, une poussée, et il envoyait 30 députés au Parlement européen. On aurait été intéressé de savoir qu'est-ce que feraient ces 30 députés dans les assemblées à Strasbourg et à Bruxelles. Et tout d'un coup, brutalement, une dissolution intervient qui transfère sur la scène nationale la question qui n'était pas posée et offre au Front National l'occasion de briguer l'occupation du pouvoir en France. C'est-à-dire c'est la question du pouvoir politique qui, 3 ans avant des élections législatives, qui devaient d'ailleurs elles-mêmes venir après une élection présidentielle, on nous met dans cette situation. Et du coup, effectivement, cette élection est aventureuse. Elle est aventureuse parce que, comme on dissout et que le Rassemblement national étant poussé, eh bien, il y a un risque. Et d'ailleurs, cette décision est d'autant plus absurde, si je ne veux pas prendre un mot irrespectueux, bien sûr, mais que la première victime de cette dissolution semble bien devoir être le camp présidentiel lui-même, qui va vraisemblablement, si l'on doit en croire les sondages, perdre sa majorité relative. Donc, au moins, ce que je peux demander au président de la République, ce que nous pouvons lui demander, c'est dans les 8 jours de campagne qui restent avant le premier tour, de ne pas continuer à avancer cette thèse infondée de l'égalité entre deux extrémismes. Au fond, Lionel Jospin, ce que vous dites là, c'est que vous êtes choqué par la rhétorique présidentielle consistant à dire le choix dans cette élection, c'est moi ou les deux extrêmes. C'est ce qui est dit par le président de la République. Pourquoi est-ce que cette rhétorique vous choque? Elle me choque parce qu'elle est fausse du côté de la gauche. Il y a dans cette nouvelle alliance à gauche qui s'est faite sous le nom de Nouveau Front populaire, le Parti socialiste, le Parti communiste, les Verts, le Parti de place publique de Raphaël Glucksmann, qui avait fait une excellente campagne européenne. Et ces partis sont profondément et historiquement républicains. Quant aux candidats insoumis, j'ai regardé un peu, oui. À part quelques exceptions, on ne peut pas mettre en doute non plus leur engagement républicain. Oui, mais Lionel Jospin, vous dites quelques exceptions. Ceux qui sont opposés à cette alliance du Nouveau Front populaire voient qu'un candidat en Seine-Saint-Denis traite Raphaël Glucksmann de candidat sioniste, se souviennent d'un certain nombre de propos de députés sortants qui, pour Daniel Obono, qualifiait le Hamas de mouvement de résistance, pour d'autres, refusaient et continuent de refuser de qualifier le Hamas de mouvement terroriste. Est-ce qu'on peut vraiment balayer ça d'un revers de main et considérer qu'au fond, c'est quantité négligeable? Non, je ne le balaye pas d'un revers de main.
Je me réjouis d'ailleurs que dans l'accord qui a été signé, on qualifie les actes du Hamas le 7 octobre de actes terroristes, à défaut d'oser aller jusqu'à qualifier, comme je l'ai fait moi-même d'entrée de jeu, le Hamas de mouvement terroriste. Mais c'est un problème, ça, de ne pas pouvoir le faire. Oui, mais les candidats qui, par exemple, ont été écartés, alors que théoriquement, la règle était que c'était les députés sortants qui se représentaient pour toutes les formations, comme... leur nom m'échappe là à l'instant. Alexis Corbière, oui, Raquel Alexis Garrido. Corbière, c'est ça. Bon, Simonet, Daniel Simonet. Ces candidats se présentent, me semble-t-il. Donc, on verra où se trouve, de ce point de vue, la légitimité. Et donc, quand il s'agit de l'antisémitisme, par exemple, ou du racialisme, je pense que cela doit être condamné d'où que cela vienne. Absolument d'où que cela vienne. Mais si vous avez lu un article très fouillé du Monde récent qui commence à nous montrer quels sont les pédigrés, non pas de 3 ou 4 ou 5, mais de dizaines de candidats du Rassemblement national sur la question parfois de l'antisémitisme, de l'autoritarisme, des liens avec la Russie, je pense que le danger, à mon avis, vient davantage du Rassemblement national parce que... Oui, mais attendez, Lionel Jospin, pardon, mais vous avez raison sur les profils plus que sulfureux d'un certain nombre de candidats et de candidates. Mais ces derniers temps, ceux qui ont défrayé la chronique en qualifiant, comme Jean-Luc Mélenchon le faisait, d'antisémitisme résiduel, c'était à l'extrême gauche, ce n'était pas au Rassemblement national. Est-ce que vraiment, aujourd'hui, on peut dire que le problème d'antisémitisme vient principalement du Rassemblement national ? On pourra parler peut-être plus tard, je ne sais, de la découverte d'un lien de sympathie avec nos concitoyens juifs de la part d'un parti héritier quand même du parti de Jean-Marie Le Pen, du Front National. Mais ce que je veux dire, en tout cas, c'est que en plaçant cette égalité entre deux supposés extrémismes, alors que l'Alliance n'est nullement sous l'influence de cet extrémisme à gauche, je pense que le président de la République sert les intérêts du Rassemblement national. Or, fondamentalement, je pense que le danger est là. Et si vous le voulez, je m'offre d'en parler. Eh bien alors précisément sur le Rassemblement national, il y a 22 ans, Lionel Jospin, vous perdiez, vous étiez éliminé au premier tour de l'élection présidentielle. Il y avait ce 21 avril 2002, l'accession de Jean-Marie Le Pen au second tour. 22 ans plus tard, le RN est aux portes du pouvoir. Vous redoutez cette victoire, cette accession de Jordan Bardella à Matignon ? J'espère que les portes resteront closes. Mais je voudrais dire déjà, pour que ce soit clair, de nommer ou de préciser ce danger. Pour moi, le Rassemblement national n'est pas un parti fasciste. Je ne le disais même pas du Front national de Jean-Marie Le Pen. C'est par contre un parti d'extrême droite et il sera aisé de le montrer. Ensuite, je me tourne vers les électeurs qui ont voté pour le Front national. Et je sais que nombre d'entre eux, un certain nombre certains adhèrent aux thèses extrémistes. On le voit notamment avec les candidats. Mais pour une bonne partie de ces électeurs, ils ne sont pas ralliés aux idées d'extrême droite, ils sont déçus, ils sont en colère. Ils sont déçus, ils sont en colère, mais eux aussi, et même peut-être eux surtout, doivent mesurer ce que représenterait ce basculement hypothétique. Alors je sais qu'il y a le thème... On a tout essayé, mais ça, on ne l'a pas essayé. Alors là, faisons un rappel. Depuis un siècle et demi, sous la République, après la chute du Second Empire et le rétablissement de la République en France, jamais les Français n'ont porté un parti d'extrême droite au pouvoir. Il y a eu l'intermède 40-44, le régime dit de révolution nationale, mais c'était sous l'égide, l'occupation nazie. Mais sinon, depuis lors, en 150 années de vie républicaine, jamais les Français n'ont décidé, eux, de porter l'extrême droite au pouvoir parce qu'ils savent que c'est fondamentalement
antagoniste avec des valeurs et des principes de la République. Pourquoi, Lionel Jospin? Parce que d'abord, effectivement, certains disent on en a essayé plusieurs, au fond, il faut leur donner leur chance. On entend aussi l'argument selon lequel ce sera une cohabitation et donc le président de la République gardera un certain nombre de pouvoirs si Jordan Bardella est à Matignon. Pourquoi est-ce que c'est tant un péril que ça? Parce que vous dites les Français n'ont jamais confié les clés du pouvoir à l'extrême droite. Dont acte. Pourquoi est-ce que c'est un danger? Eh bien, pour plusieurs raisons. D'abord, je pense personnellement, enfin, mon intuition politique, j'ai quand même peut-être une certaine expérience, que le Front National va à ces élections avec ce que j'appellerais un programme de surface, couvert par la respectabilité, et qu'il va, dans la période historique dans laquelle nous entrons, nécessairement, d'une façon ou d'une autre, accompagné par un projet profond ou souterrain qui, lui, est antagoniste avec les valeurs de la République. Et je pourrais aisément le montrer, non pas en restant sur un débat de principe, mais en évoquant des questions très claires. Je pense sur la question de la liberté de la presse. On voit à l'œuvre un prédateur, M. Bolloré, qui achète des journaux et dans une connivence idéologique et politique avec le Rassemblement national. L'indépendance du juge, y compris du juge constitutionnel, l'atteinte aux libertés, tout cela est contenu potentiellement dans le programme du Front National. Et par exemple, si j'examine le thème de la préférence nationale, il faut que les Français comprennent bien que sous le vocable, qui peut être agréable, de la préférence nationale, est remis en cause un principe fondamental, non seulement de la République française, mais des démocraties européennes, qui est la distinction entre les droits politiques, ce qui relève de la nation, de la citoyenneté, et là, seuls les Français, naturellement, votent s'ils sont citoyens français, quelle que soit leur origine, et l'accès à la fonction publique, par exemple, n'est pas possible. Et ce qui relève des droits sociaux, du droit du travail, ou alors là, ce qui est en cause, c'est l'égale dignité des êtres humains. Et un homme ou une femme qui travaille dans notre pays, fût-il un étranger, doit avoir les mêmes droits économiques et sociaux que les autres travailleurs. Sinon, alors, c'est l'inégalité entre les hommes, éventuellement entre les femmes, que l'on fait renaître. Ça, c'est pour le risque Rassemblement national. Quand on voit les scénarios dans les sondages, il y a aussi la perspective d'une assemblée ingouvernable. C'est-à-dire que le RN n'obtiendrait pas de majorité absolue. À ce moment-là, Marine Le Pen dit, au fond, le président n'aura d'autre choix que de démissionner. Est-ce que ça, c'est une perspective, vous, encore une fois, qui avez été Premier ministre, qui connaissez les institutions, qui est un scénario plausible? Je note une hâte un peu surprenante chez certains des acteurs du Rassemblement national. Marine Le Pen dicte au président de la République, qui pourtant, d'après elle, parce que j'ai vu avec quelle insolence M. Bardella ou même Marine Le Pen disent que finalement, c'est à leur appel, en quelque sorte, que le président de la République a dissous l'Assemblée nationale. Marine Le Pen décide pour le président de la République, étant aucune mesure, à supposer même qu'il y ait une majorité à l'Assemblée nationale du Rassemblement national, elle est absolument hors d'État de mettre en cause ou de pousser à la démission le président de la République, dont je n'ai pas été un des supporters depuis 7 ans, même si je le traite naturellement avec respect en raison de sa légitimité. Il peut y avoir une logique parce que... Et M. Bardella, lui, il est déjà en train de nous dire qu'il a fait son gouvernement. Mais moi, je peux vous dire, j'ai vécu une dissolution. Et il y a eu un premier tour, mais j'ai attendu le premier tour pour commencer à réfléchir à un gouvernement. Lui, il a déjà composé son gouvernement. Donc, il met la charrue avant les bœufs? Alors qu'il n'a même pas été élu, d'une part. Et d'autre part, quand j'ai commencé à réfléchir à mon gouvernement, je me suis gardé d'en parler aux Français, y compris parce que c'est le président de la République qui nomme les membres du gouvernement et qu'on sait... Donc cette démission d'Emmanuel Macron, vous n'y croyez pas Oh, je ne me prononce pas sur cette question. Je suis sur un terrain de principe. Je veux dire, Madame Le Pen est absolument hors d'état de dicter sa conduite à un président de la République
élue au suffrage universel il y a à peine 2 ans. Il faut qu'elle s'en convainque. Et je vois dans cette impatience quelque chose qui ressemble à la pression et au désir de l'autoritarisme. Sur ce nouveau Front populaire, Lionel Jospin, depuis la constitution de cette alliance, on entend un certain nombre d'électeurs, notamment des électeurs de Raphaël Glucksmann, dire leur malaise. Leur malaise face à une union, certains disent faite de briques et de broc, entre des gens qui ne se supportent pas, qui se sont agonis d'injures, qui ont des divergences majeures sur le fond, sur la question de l'Europe, sur la question du soutien à l'Ukraine, sur la question du Proche-Orient. Vous êtes un soutien, vous, ce soir, du nouveau Front populaire. Vous qui nous avez habitués, si j'ose dire, à une forme de rectitude morale, est-ce qu'il n'y a pas une forme de cynisme à dire, à quelques jours des élections législatives, on met tous les désaccords de côté, mais juste pour sauver des sièges, on se met ensemble? Je pense que les différences n'ont pas été mises de côté. Je rappelle quand même que c'est face à une dissolution brusquée que les partis de gauche ont dû, en 2 jours, élaborer un programme ou un projet ou une plateforme commune pour ce qui n'est qu'une alliance. Oui. S'il y a alliance, alors qu'en face, le Rassemblement national, c'est un bloc de 100%, sans désaccord derrière les chefs, là, il y a une alliance avec des différences. Eh bien, mais comment François Hollande et Lionel Jospin peut-il se retrouver dans une alliance avec Manuel Bompard et Mathilde Panot? Est-ce qu'à un moment donné, moi je pense aussi à ceux qui nous regardent, qui, pour certains, ont voté pour Raphaël Glucksmann et qui se disent mais c'est pas possible, on se moque de nous. On sait qu'il va y avoir une poussée du Rassemblement national et un groupe très important, nous verrons s'il l'emporte, j'espère que non, à l'Assemblée nationale. Le parti du président va être vraisemblablement en baisse et perdre sa majorité. Les Républicains, que je respecte, la droite républicaine, se voient trahis par son propre chef qui rallie le Rassemblement national. Et donc, si la gauche ne constituait pas par une union qu'elle est obligée de précipiter, ne rassemblait pas sa diversité, quelles seraient les forces qui résisteraient, ne serait même qu'un groupe puissant d'opposition à l'Assemblée nationale. Quitte à ce qu'il y ait de la confusion politique. Admettons que le nouveau Front populaire gagne. Est-ce que vous imaginez un gouvernement avec, encore une fois, je reprends mon exemple, Manuel Bompard et François Hollande? Alors, disons, écoutez, Bompard... Ils sont d'accord sur rien. Mais je ne justifie certainement pas l'importance ou la publicité que vous lui accordez. Rappelons une chose, par rapport aux élections de 2002, où on n'entendait pas tellement ces arguments législatifs, de 2022, pardon, excusez-moi. Par rapport à ces élections, il y a eu un rééquilibrage qui a été opéré, non seulement dans les termes mêmes de l'accord sur les questions essentielles, l'antisémitisme, l'attitude à l'égard de la Russie qui a agressé l'Ukraine, mais il y a eu aussi un rééquilibrage dans les circonscriptions. 60% des candidats uniques, donc du nouveau Front populaire, pardonnez-moi, sont socialistes, communistes, verts ou place publique, et 40% seulement sont insoumis. On peut penser même, mais je n'en sais rien, c'est les électeurs qui en décideront, que dans dans ce rassemblement de l'Alliance, les députés de ces 4 formations seront plus nombreux que les députés de la France insoumise. Alors, où est la domination alors que l'évolution se fait? Alors vous me fournissez une transition toute trouvée, parce que l'actualité, c'est cette déclaration de Jean-Luc Mélenchon, reprise et très commentée, c'était hier soir chez nos confrères de France 5. Jean-Luc Mélenchon qui a dit la chose suivante: j'ai l'intention de gouverner ce pays. Il ferait un bon Premier ministre, Jean-Luc Mélenchon, ou c'est un obstacle au succès de la gauche? Moi, j'ai connu Jean-Luc Mélenchon, secrétaire d'État dans mon gouvernement. Il a bien changé depuis. Il peut toujours émettre cette idée et cette prétention. Mais je me référerais à la façon dont Jean-Luc Mélenchon s'est exprimé lui-même le 16 juin dernier. Il a dit, évoquant l'hypothèse de sa candidature au poste de Premier ministre. Je rappelle d'ailleurs qu'il n'est plus député. Bien. Et quand même, la vision, c'est quand même d'un gouvernement hypothétique de la gauche, s'appuyant sur un
parlementarisme rénové. Il a dit « Je ne serai jamais le problème, je serai toujours du côté de la solution. » Et il a même ajouté « La victoire d'abord, ma personne après. » Eh bien, ce qui me remonte, moi, du terrain, un peu partout, et notamment chez les électeurs de gauche, c'est que aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon n'est pas la solution. Et je fais confiance aux futurs élus du nouveau Front populaire pour choisir un homme et une femme qui sera capable de rassembler et ensuite de gouverner alors, en écoutant les autres. Vous dites, je constate que Jean-Luc Mélenchon n'est pas la solution. Pourquoi il n'est pas la solution? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est sa façon de s'exprimer? Est-ce que ce sont les idées qu'il porte? Pourquoi est-ce que selon vous, ce n'est pas la solution pour porter ce nouveau Front populaire? Il y a un ton, il y a des purges, il y a une communautarisation de certaines questions, une essentialisation de certaines questions. Il y a une extrême subjectivité, je le vois dans des échanges qu'il vient d'avoir, par exemple avec un ancien président de la République, ou quand il compare, quand il dit que Mathilde Panot est supérieure à Léon Blum, si vous voulez, ce qui peut faire sourire peut-être. Oui, vous qui connaissez l'histoire du socialisme... Oui, assez bien. Ça vous a étonné, dans l'ensemble, oui, ouais. Et la figure de Blum, si vous voulez. Et donc, ben oui, ça naît, ça existe. Et donc, je pense que il faut que chacun se convainque, y compris Jean-Luc Mélenchon, qu'un autre choix devra être fait. Et donc il faut qu'il se mette en retrait de cette campagne? Non, je ne demande rien, je parle du poste de Premier ministre. Oui. Mais alors, la singularité justement de cet ensemble, c'est qu'il n'y a pas de candidat. Parce que... ils ne sont sans doute pas capables de se mettre d'accord. Est-ce que ça, c'est pas un problème? Et au fond, si vous deviez dresser le portrait robot du candidat idéal, il y a eu un sondage qui a été fait, Opinionway pour les Échos, quand on interroge les Français, c'est Raphaël Glucksmann qui arrive en tête. Ça prouve qu'il a fait une bonne campagne, d'une part, que c'est un homme estimable. La façon dont il s'est exprimé sur son rapport à l'identité juive, si vous voulez, non essentialiste, républicaine, citoyenne, universaliste, était extrêmement émouvante il y a 2 jours à la télévision. Mais je crois que ces noms qui sont évoqués le sont essentiellement pour le rapport à la personne et la notoriété. La question du choix d'un Premier ministre est d'une autre nature. Je rappelle d'ailleurs que c'est le président de la République qui nomme le Premier ministre. Je rappelle aussi que le président de la République doit être d'accord... s'il y a une majorité, il ne décide pas du gouvernement, bien sûr, mais il doit être d'accord avec le choix du ministre de la Défense et du ministre des Affaires étrangères. Donc, pas d'impatience du côté du Rassemblement national. D'abord, ils ne sont pas encore élus. Et ensuite, il faudra qu'ils s'inscrivent dans l'état de droit. Il faudra qu'ils ne bousculent pas les institutions. Il faudra qu'ils ne soient pas indulgents avec la Russie, complices d'un certain nombre de régimes autoritaires. Il faudra qu'ils respectent l'indépendance de la magistrature, la liberté de la presse, si vous voulez. Et donc, à mon avis, ils vont un peu vite et j'espère que les jours de campagne qui vont nous rester après le premier tour permettront à cet égard d'éclairer les Français. Je ne pense pas qu'il faille aujourd'hui, dans la situation de la France, que s'opère ce basculement. Sur cette question juste de l'incarnation, je voudrais vous montrer une photo qui a été postée sur les réseaux sociaux par votre ancienne conseillère en communication, Marie-France Lavarini. Une affiche à Limoges où est écrit « Jospin revient ». Je suis là. Bah oui, mais alors est-ce que précisément comme il n'y a pas d'incarnation pour porter ce nouveau Front populaire? Non, ça va se limiter à accompagner ce que je crois juste, à essayer aussi de mettre dans ce débat un peu de sagesse, peut-être à faire passer une expérience, mais c'est tout. Hein. Ça manque de sagesse aujourd'hui, notamment, sans revenir sur Jean-Luc Mélenchon, mais quand on voit les échanges, la dureté avec laquelle il peut s'exprimer concernant François Ruffin, concernant effectivement ceux qu'il a écartés. Je reprends ce que vous disiez, vous qui l'avez connu. Comment est-ce que vous expliquez cette évolution qui a été la sienne? Je n'ai pas pour vous cette passion pour les personnages, y compris pour Jean-Luc Mélenchon, que depuis 2002, je n'ai vu, je crois, qu'une fois dans un train qui allait à Marseille 5 minutes. Donc on n'est pas
On a été compagnons dans un gouvernement, mais on n'est pas très proches. Donc, moi, je veux réagir. J'ai dit ce que j'avais à dire, qui est essentiel. Pour le reste, je ne vais pas revenir et faire des portraits psychologiques, ni même du meilleur Premier ministre supposé. Je connais un gouvernement, mais ça, c'est les questions économiques. Alors, je ne sais pas si vous voulez en parler, du programme de la gauche, par exemple. Alors, j'aimerais juste, avant cela, qu'on redise un mot de la question des barrages. Tout à l'heure, vous disiez être choqué par la rhétorique du président, renvoyant dos à dos les extrêmes. Vous dites très clairement il faut qu'il y ait un front républicain pour battre les candidats du Rassemblement national. Il y a, par exemple, des scénarios qui peuvent se poser, c'est ce qu'on appelle les triangulaires. C'est-à-dire que, compte tenu de la participation, que 3 candidats puissent se maintenir au second tour. Pour vous, la ligne à gauche doit être très claire. Tout faire pour battre le Rassemblement national, quitte à ce qu'un candidat de gauche se désiste. Bien que toujours membre du Parti socialiste, je ne décide d'aucun point à cet égard dans les partis. Mais pour moi, la position est claire. J'ai envie de dire à ceux qui nous écoutent et nous regardent, choisissez, par exemple, chez les Républicains, ceux dont vous êtes sûrs qu'ils seront dans l'idée de barrage, et donc pas pour les candidats de M. Ciotti. Si vous êtes des adeptes de la majorité présidentielle ancienne, là aussi, choisissez bien, parce qu'il y a des divisions quand même, hein. Il y a des écarts qui se prennent. Mais il faut qu'il y ait ce front républicain. Je vais y venir, je vais répondre. Je ne fuis aucune question et je ne vais pas faire celle-là. Donc je vous donne quand même le contexte. On peut agir dans le premier tour, les électeurs, pour préférer à l'intérieur de leur famille politique. Parce qu'on n'est pas obligé de cultiver la déloyauté comme un principe quand même. Bon. Donc on reste dans sa famille politique, mais on choisit ceux qui, effectivement, vont faire que les choses restent possibles dans une vision républicaine. Donc qu'ils le fassent. Et alors, quant à la question de ce que vous appelez le Front républicain, il est clair qu'à partir du moment où il y a dans une circonscription, à mes yeux, hein, mais je ne décide de rien, à partir du moment où il y a un candidat du Rassemblement national et un candidat républicain, quelle que soit sa couleur au deuxième tour, si ce n'est pas nous, soit socialistes, soit communistes, soit insoumis, c'est-à-dire candidat unique de ce Rassemblement de gauche, il est clair que le Rassemblement national doit être écarté et que le vote doit aller au candidat qui permet d'écarter un député Rassemblement national. Lionel Jospin, je voudrais qu'on parle de la question de l'antisémitisme qui s'est imposée comme thématique de campagne à cause de l'horreur de ce qui s'est passé à Courbevoie. Une fillette de 12 ans a été victime d'un viol antisémite. Les actes antisémites explosent. Deux questions, et ensuite on déroulera sur cette question. D'abord, c'est un échec collectif. Et surtout, certains ont comparé la place que pouvait prendre ce drame de Courbevoie dans la campagne à ce qui était arrivé pendant la campagne présidentielle de 2002, ce qu'on a appelé l'affaire Papivoise, qui est ce monsieur âgé qui avait été, dont on voit les images à l'instant, qui avait ce visage tuméfié, qui avait été agressé et qui avait au fond incarné la prééminence de la thématique de l'insécurité dans la campagne. Est-ce que ce parallèle vous paraît pertinent ? Non. Parler d'insécurité dans les deux cas peut se concevoir. Mais en l'espèce, rapprocher le cas de ce monsieur appelé Papivoise, dont on a su après quand même un certain nombre de choses, et le cas de cette jeune fille de 12 ans violée, brutalisée, notamment ou en particulier parce qu'elle est juive, ce rapprochement, je le trouve presque obscène, si vous voulez. J'ai dit l'antisémitisme doit être combattu d'où qu'il vienne. Donc ça, c'était extrêmement clair. Et c'est toujours de cette façon que je me suis engagé à travers ma vie. Donc ce rapprochement ne me paraît pas pertinent. Là, on est sur le terrain de l'antisémitisme avéré. Et donc, ce à quoi on doit veiller, c'est que nos concitoyens d'origine juive se sentent bien et à l'aise dans la République. Donc ça, c'est un travail de tous et derrière lesquels devraient se tourner tous les partis politiques. Je ne suis pas sûr que ce serait le cas. J'ai vu d'ailleurs les réactions de Mme Le Pen sur un épisode de Deux voisines, voyez à quoi je fais allusion, va à la niche, où c'était quand même
une banalisation ou une évacuation de la dimension raciste. Vous faites référence, pour ceux qui nous regardent, à cette séquence d'envoyé spécial où effectivement une femme, Divine Kinkela, est victime d'injures racistes, notamment ce Vahalanish, et Marine Le Pen a réagi en disant « Je ne suis pas sûr que Vahalanish ce soit une accusation de racisme ». Mais juste pour rester sur cette question de l'antisémitisme, est-ce qu'il y a un problème à gauche avec l'antisémitisme, Lionel Jospin? Parce que, une fois encore, Jean-Luc Mélenchon, l'antisémitisme est résiduel en France. Un candidat à la France Insoumise en Seine-Saint-Denis qui traite Raphaël Glucksmann de candidat sioniste. Y a-t-il un problème à gauche avec l'antisémitisme? La gauche a toujours été hostile à l'antisémitisme, l'a toujours combattu, et à mon sens, ça n'a pas changé, même s'il peut y avoir des phrases douteuses ou des déviations chez un certain nombre d'individus. Mais globalement, non. En tout cas, ce que je voudrais vous dire, parce que j'ai écouté Serge Klarsfeld dire que le Rassemblement national était un parti pro-juif. J'ai un immense respect pour Serge Klarsfeld, pour son combat, sa lutte historique, pour sa vie. Et ce respect, je le garde aujourd'hui, pleinement. Mais sur ce point, d'abord, je veux dire que parler d'un parti pro-juif, de la même manière d'ailleurs qu'on parlerait d'un parti pro-arabe ou pro-musulman, c'est s'éloigner de la tradition républicaine française qui n'essentialise pas un certain nombre de nos concitoyens ou même un certain nombre des communautés qui peuvent vivre en France. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que si jamais on pouvait considérer que le Rassemblement national était pro-juif, il le serait en pensant au Premier ministre Netanyahou et à l'extrême droite religieuse en Israël, parce qu'elle existe, qui a failli faire, sinon succomber, en tout cas altérer la démocratie en Israël même, et qui n'a pu reculer qu'à cause des manifestations massives qui successivement, chaque semaine, se sont produites. Oui, mais Lionel Jospin, donc... je rebondis sur les propos de Serge Klarsfeld. Dans sa prise de position, il y a aussi cette idée qu'aujourd'hui, pour une partie de la communauté juive, la France insoumise apparaît comme un danger supérieur au Rassemblement national. C'est bien qu'il s'est passé quelque chose. Non, mais vous revenez sur cette thématique et je crois avoir noté, mais bon, je ne suis pas sûr, mais je crois avoir noté que beaucoup de personnalités importantes de la communauté juive s'étaient, sinon désolidarisées, en tout cas inquiétées de la position de Serge Klarsfeld. Oui, et ces mêmes personnalités, Lionel Jospin, soulignent aussi qu'il y a un problème d'antisémitisme, ou du moins d'ambiguïté quant à la lutte contre l'antisémitisme, à la France insoumise. D'accord, ça fait 5 fois que vous le répétez, avec une insistance tranquille et souriante. Moi, je vais vous dire, nos compatriotes juifs ne seront jamais protégés par un parti xénophobe et par un parti raciste, même si, conjoncturellement, à un moment ou à un autre, il tourne son hostilité aux étrangers contre les musulmans ou les arabes. Jamais qu'ils se disent ça. Et ils trouveront en nous, et à la plupart des composantes, de ce qu'est cette nouvelle alliance à gauche, des amis plus solides et plus constants. Une toute dernière question, Lionel Jospin. Je parlais tout à l'heure de celui que vous aviez affronté en 2002, Jean-Marie Le Pen. On dit beaucoup aujourd'hui que le Rassemblement national a changé. Non, je ne l'ai pas affronté en 2002, c'est Jacques Chirac qui l'a affronté. Oui, enfin, en tout cas, vous l'avez... Il ne l'a pas affronté, on a fait une cérémonie antifasciste et Jacques Chirac a été élu avec 80%. Vous avez concouru à l'élection présidentielle. Vous avez concouru à l'élection présidentielle. En 2002, il était candidat. Est-ce que le Rassemblement national a changé depuis 2002 et depuis cette candidature de Jean-Marie Le Pen, aujourd'hui, Jordan Bardella, qui est donc aux portes de Matignon? Oui, il a changé, je l'ai dit tout à l'heure. Il y a cette différence, à mon sens, c'est ma conviction, entre ce projet de surface pour aller vers l'élection législative et ses fondamentaux profonds et son projet qui serait celui d'un régime autoritaire, attentatoire aux libertés, indifférent aux contre-pouvoirs et même irrité par les contre-pouvoirs, isolé sur la scène européenne parce que
les principes démocratiques, ce n'est pas ce qu'il veut avancer. Indulgent à l'égard des régimes autoritaires, je ne dirais pas soumis, mais comment dirais-je? Oui, indulgent à nouveau pour la Russie. Et donc, non, je ne pense pas qu'en profondeur cela a changé. Et au moment où, comme on disait, les destins peuvent changer de chevaux, il vaut mieux s'intéresser à la profondeur qu'à la surface des choses. Merci beaucoup, Lionel Jospin, d'avoir été l'invité de C'est pas tous les jours dimanche. Et donc, merci de nous avoir réservé cette interview. Je le disais, votre parole est rare.